Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley. Bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de future of work. Oui, je regarde mon micro, mais je regarde surtout la personne en face de moi, qui est Elise van den Heuvel. C'est comme ça qu'on prononce. Oui. À la française, en tout cas. Tu m'as briefé juste avant, donc c'est cool. Trop content de t'avoir aujourd'hui. On se découvre, on s'était jamais vu. Toi, pour le coup, t'as été membre Balade Club jusqu'à il y a pas très longtemps. En tout cas, tu gravites dans cet écosystème. Tu es indépendante, si je dis pas de bêtises. Et je te laisse justement nous parler de la suite concernant ton activité aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura l'occasion de revenir sur ta carrière, ta conception du monde du travail, tout ça. Mais déjà, moi, je veux savoir qui est Elise aujourd'hui. Ok, merci Wesley, belle intro. Écoute, qui est Elise aujourd'hui en tout cas, à travers ce que je fais, je suis formatrice. Et effectivement, quand tu dis je gravite autour de l'écosystème de Balade Club, c'est plus même pour moi dans l'état d'esprit, puisque les formations que je dispense aujourd'hui, elles sont sur le thème de comment coopérer plus efficacement. Et du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Comment est-ce qu'on fait dans un écosystème, dans une entreprise, dans un collectif, pour être bien dans son individualité, mais aussi être bien avec les personnes qui nous entourent, justement pour bien travailler ensemble. Et en fait, je fais ça en tenant compte des différences. Et c'est ça qui m'anime aussi, c'est la différence dans les individualités et comment est-ce qu'on est complémentaires ensemble. Trop bien. Déjà, ça me donne envie de plonger plus en profondeur. Et c'est, les clients, tu les accompagnes, donc c'est des structures, c'est des équipes, et toi, tu vas aller améliorer les connexions entre les personnes, c'est ça, par exemple ? Oui, alors en fait, je travaille avec un centre de formation qui s'appelle Regard Neuf, qui est basé à Nantes. Okay. Et donc, moi, je suis formatrice partenaire pour développer, en fait, leur formation sur le bassin lyonnais. Regard Neuf avec le chiffre 9. Hein. Avec le chiffre 9, exactement. Je suis allé voir avant, j'ai fait mes devoirs. Bien joué. Et c'est un centre de formation qui travaille sur ce sujet-là depuis 25 ans. Donc, ils ont vraiment développé une offre là-dessus. Et du coup, on travaille majoritairement avec des PME, donc plutôt l'angle entreprise, pour accompagner des dirigeants, des managers, principalement. Mais on a aussi, en fait, souvent quand une entreprise commence à travailler et à former son équipe de direction, puis ses managers, souvent ils embarquent aussi les collaborateurs, parce qu'en fait, ça crée une culture commune de la coopération qui permet d'ancrer quelque chose de très horizontal pour que tout le monde se sente bien. Donc ça, c'est la cible principale. Mais Regard Neuf a aussi une école qui s'appelle Enea Neuf, et qui est plutôt destinée à accompagner des particuliers avec exactement la même méthode. En fait, on fait du développement personnel en situation professionnelle, mais ça peut aussi totalement se prêter à des individus. Et du coup, on accompagne des particuliers sur du bilan de compétences, mais aussi des particuliers tout simplement qui veulent apprendre à mieux se connaître, parce qu'on utilise un outil de connaissance de soi. Et puis, on accompagne aussi pas mal d'indépendants, puisque en fait, quand on est indépendant, on a quand même des collaborations, des partenaires, des clients. Enfin, en tout cas, on est dans la relation, et la coopération, ça concerne toutes les relations finalement. Clairement. Et alors, c'est quoi l'intitulé du coup de ton activité ? Alors, aujourd'hui, je suis formatrice. C'est juste que la thématique des formations, c'est comment est-ce qu'on coopère plus efficacement. Il y a tout un parcours de formation, mais le socle, la base, le premier stage, il s'appelle valoriser la différence des talents pour mieux coopérer. D'accord. Voilà. Ok, c'est très dans l'air du temps en tout cas. Aussi, ces questions de comment on bosse mieux ensemble, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais de l'Enea 9. C'est lié à l'énéagramme ou pas du tout ? Exactement, parce que je te parlais d'un outil de connaissance de soi. L'outil qu'on utilise, c'est effectivement l'énéagramme. On le met pas beaucoup en avant, tout simplement parce que pour nous, ça reste un outil. C'est une grille de lecture qui nous permet d'aller approfondir les modes de fonctionnement des différents types de personnalités, d'aller chercher les motivations des personnes et de comprendre comment bien travailler ensemble en tenant compte des différences. Mais l'objet des formations, c'est vraiment la montée en compétences sur les qualités relationnelles et la coopération. Et on veut surtout pas avoir juste un outil qui permette de mettre des gens dans des cases. On est très loin de cette démarche. C'est souvent le risque. Effectivement, moi j'étais à fond. J'étais fan du MBTI avant, tu sais, avec les 16 personnalités, les profils. Et c'est vrai que quand tu es trop dedans et que tu veux lire le monde à travers ce prisme-là, ça peut être enfermant finalement. Exactement. Et
vraiment nous mettre des œillères par rapport à plein de choses qui composent la réalité aussi, quoi. Donc ça reste une grille de lecture parmi d'autres. Tout à fait. Ok, trop cool. Et alors juste un truc que j'aimerais bien comprendre, c'est que toi tu m'as dit donc t'es indépendante, c'est ça? Oui. Mais ton client, c'est l'organisme de formation? Non, en Finalement, fait, ou je suis... comment tu opères? Est-ce que tu bosses avec d'autres... Alors, je bosse parce que avant de... Ah oui, tu bosses entre autres avec l'organisme de formation. En fait, mon Et- activité majoritaire, c'est avec cet organisme de formation. Donc, j'ai un contrat de partenariat Ouais, avec eux. ok. Je suis pas salariée, mais Mm. c'est comme un contrat de prestation. Mm. Donc ça, c'est mon activité principale et celle que j'ai envie de développer. Eux, ils ont aujourd'hui, donc je t'ai dit, ça fait 25 ans qu'ils existent à Nantes. Ils ont une communauté enfin, ils n'ont pas aujourd'hui une communauté de 20 000 stagiaires, mais ils ont accompagné 20 000 stagiaires. Ok. Et il y a encore des gens, en fait, qui reviennent tout le temps se former chez eux parce qu'il y a tout un parcours et tout un accompagnement aussi en continu. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai envie de recréer à Lyon. D'accord. Du coup, c'est vraiment mon projet principal, mais bien sûr qu'à côté de ça, je fais aussi de la formation avec, ça peut être avec d'autres organismes, avec des entreprises en direct. Je fais aussi un peu de coaching. C'était ma formation de départ quand j'ai changé de carrière il y a 5 ans. J'ai d'abord fait une école de coaching. Du coup, je continue un peu à faire cette activité, mais je mets pas toute mon énergie dedans. Et puis, en fait, c'est surtout que j'adore accompagner les groupes. Donc, la formation, c'est quelque chose qui me correspond mieux. Ça se sent en tout cas dans la manière dont on parle. Et tu viens de prononcer un mot qui m'intéresse là pour la suite, c'est le mot carrière. Qu'est-ce que tu faisais avant, Élise? Moi, je suis curieux de savoir un petit peu comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Eh j'ai tout de suite su ce que je voulais faire, enfin assez tôt quand j'étais ado. Au début, je voulais être journaliste d'ailleurs. Et puis, moi aussi. Ah, Quand j'étais voilà, tu vois. adolescent, je voulais. Et puis on m'a dit, fais un truc plus généraliste. Moi, c'est surtout que je me suis rendu compte que je me passionnais pas pour l'actualité. Et je me suis dit, bon, pour être journaliste, ça va pas coller. Mais j'aimais bien le côté un peu exploration des histoires, des gens, etc. Ouais. Et en fait, j'ai découvert au lycée le métier des études marketing. En fait, on avait fait un petit projet, on avait interrogé des personnes pour le compte d'une personne qui voulait ouvrir un hammam dans la ville où j'étais. Et j'avais adoré cet exercice-là, en fait, de créer un questionnaire, d'aller interroger. Bon, pour le coup, on allait interroger des gens dans la rue. Des études marketing pour un futur hammam, c'est ça? Pour un futur hammam, c'est pointu. Et ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis intéressée à ce métier-là. Et en fait, j'ai fait toutes mes études pour arriver à ce métier-là. Et j'ai terminé donc avec un master en marketing quantitatif que j'ai fait à Grenoble. Et j'ai commencé ma carrière chez Ipsos à Lyon. Donc les études, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé 12 ans dans ce milieu-là. Mon dernier poste, je suis allée chez Ipsos, j'ai fait une autre boîte et je suis retournée chez Ipsos après. Et mon dernier poste était directrice d'études là-bas. Et je travaillais beaucoup pour l'innovation, pour des grands comptes agroalimentaires. C'est un métier que j'ai toujours trouvé passionnant et l'exercice en lui-même, toujours de trouver la méthode qui correspond mieux à la problématique des clients, aller interroger des personnes, leur demander leur avis, restituer, conseiller le client sur les orientations stratégiques et opérationnelles à prendre. Je trouvais ça passionnant, mais je crois que je me suis aussi un peu épuisée d'être dans un milieu qui pour moi était un peu éloigné du sens commun dans ce monde de l'agroalimentaire, surtout avec des grosses boîtes. Des fois, des touche lobbies, plus trop. tout ça. Non, c'était pas trop l'histoire de lobby, mais c'est des énormes boîtes où en fait tout le monde est un peu pressurisé. Et alors, je vais être très caricaturale, mais finalement, on se mettait une pression de dingue pour choisir la couleur d'un pot de yaourt, quoi. Et ça, je pense que littéralement c'est ça à des moments. Ouais. Voilà. Et puis il y a eu le Covid, il y a eu ma vie perso qui a fait que c'était le bon moment d'arrêter pour moi, donc je me suis orientée vers autre chose après. D'accord. Et c'est donc depuis le Covid, c'est ça? Parce que c'est ça, ça a été ça. Ça fait 5 ans que tu es à ton compte, ok, ça coïncide. Ok. Pour être un peu plus sur les questions justement de Future of Work, mais là du coup c'est un peu le past of work de ces 10, 15, 20 dernières années. Toi, qu'est-ce que tu observes comme changement, en tout cas dans ta façon de travailler, dans ta façon d'exercer ton métier, entre la fin de tes études et aujourd'hui, même si forcément maintenant tu es indépendante et avant tu bossais en tant que salarié dans des grandes boîtes, est-ce qu'il y a des changements qui te sautent aux yeux? Pour moi, j'en vois deux majoritaires. Le premier, c'est effectivement, mais c'est lié aussi à mon parcours, mais quand même, ça aussi, j'ai vu les choses évoluer, c'est ce côté d'être de plus en plus indépendant finalement dans sa manière de travailler, avec l'arrivée du télétravail. La dernière entreprise dans laquelle j'étais salariée, on était en mode flex office.
Donc pas de bureau attitré, un petit casier pour avoir ses affaires. D'ailleurs, les 2 dernières boîtes que j'ai faites, c'était comme ça. Et ça, c'était un gros changement parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais mon bureau où j'étais installée avec une collègue et voilà, il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus sédentaire. Il y avait quasiment pas de télétravail et du coup, tout était beaucoup plus séparé entre la vie perso et la vie pro. Après, bah forcément, c'était une période où moi, j'avais pas encore d'enfants et tout ça, donc de toute manière, c'était très séparé. Et finalement, quand le télétravail est arrivé, le flex office, ça s'est accompagné justement avec l'obligation d'avoir le conseil très fortement poussé de pas être là tous les jours parce qu'en fait, il y avait pas de place pour tout le monde dans les bureaux. C'est vrai, pas mal d'entreprises maintenant. Ouais, voilà. Et en fait, pour avoir... Alors, je fais le parallèle mais avec ma vie perso, mais moi, ça, c'était au moment où j'ai eu mes enfants. Donc, je suis partie en étant, entre guillemets, célibataire. Enfin, avec une vie de célibataire et je suis revenue avec une vie de famille avec un enfant. Et quand on a un enfant, bah, ton programme de la journée, en gros, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que tout est pressurisé, quoi. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de finir le plus tôt possible le soir. Je pouvais plus dépasser, rigoler avec les collègues, faire plein de pauses, etc. Parce qu'en fait, tout est minuté pour pouvoir assurer la deuxième partie de ta journée et pouvoir profiter accessoirement de ton bébé. Accessoirement. Voilà, accessoirement. À tous les bébés qui nous écoutent. À tous les bébés qui nous écoutent, on vous aime. Et donc, ce flex office est arrivé à ce moment-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé très compliqué, je sais pas si c'est ta question, mais en tout cas, c'est ce qui me vient, c'est que du coup, je suis revenue au travail avec sans plus avoir de bureau attitré. Et donc, du coup, bah ça, plus le fait que mes journées, et j'essayais de les timer et de pas trop avoir de liberté dedans pour avoir plus de temps le soir, et ben j'avais vraiment l'impression de pas nouer de lien avec mes collègues. Parce que de toute manière, j'étais pas à côté du même collègue chaque jour. Et donc, du coup, bah, je trouvais que ça a vraiment... Pour moi, ça a été un énorme changement, quoi. J'ai eu l'impression de survoler ma vie professionnelle à partir de ce moment-là, quoi. En tout cas, en entreprise. Voilà. Ouais. Ça, c'était déjà un gros changement, j'ai trouvé. Et... En tout cas, ça répond parfaitement à la question, parce que tu vois, cette tendance à aller vers moins de structure, plus de flexibilité, bah, le revers de la médaille, c'est que parfois, on peut être un petit peu livré à soi-même. Et on a besoin de se recréer ou de se recréer un cadre pour savoir que tu as fait ton taf de la journée, tu vas pouvoir ensuite aller t'occuper de tes enfants ou faire d'autres choses qui comptent aussi pour toi, quoi. Au-delà du cadre, c'est aussi, pour moi, c'était ce qui m'a manqué, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités de créer du lien. Et quand on est dans des vies où on a une famille ou des fois d'autres personnes qui ont d'autres choses à côté, peu importe, ce besoin de lien dans la journée, il est fondamental. Et quand on est pressurisé, que on n'a pas un endroit où vraiment s'installer avec un collègue qu'on va retrouver tous les jours et avec qui on sait qu'on va pouvoir avoir un peu, créer un lien un peu plus profond, se connaître un peu mieux, etc. Bah, je trouvais que c'était vraiment plus compliqué et j'ai vraiment senti cette espèce de tension dans le travail qui arrivait à ce moment-là, quoi. Voilà, et je l'ai beaucoup ressenti aussi. Donc, j'ai eu une première phase indépendante, j'ai fait 2 ans. Et après, je suis retournée, j'ai fait un CDD. J'ai refait un CDD de 6 mois, d'ailleurs. Je devais faire 1 an, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. C'était quand, ça C'était en 2000... je sais pas, j'arrive pas trop à retenir les dates. Si, ça devait être 2021, je pense. Ok, d'accord. Ou 2022, je sais plus. Ok. Et c'est juste pour resituer à peu près. Ouais. Et en fait, j'étais trop contente de retrouver des collègues. Et c'est le premier truc que j'ai kiffé, c'est de finalement récupérer une routine que j'avais plus du tout depuis 2 ans. Ouais. Et en fait, avec les uns les autres qui étaient beaucoup plus libres, enfin chacun étant beaucoup plus libre dans son emploi du temps, et j'ai finalement eu moins de facilité à créer de liens et ça s'est un peu étiolé. Ouais, c'était voilà. Donc ça, c'est quand même un changement majeur. Et le deuxième, pour moi, qui est beaucoup plus récent et que j'ai vu avec uniquement en étant indépendante, c'est l'arrivée de l'IA. Ouais. Et ça, pour le coup, je le vois vraiment en positif, en fait. Ok.
Parce qu'en fait, l'IA, je l'utilise vraiment comme un assistant. Et en étant indépendante, c'est hyper agréable d'avoir un assistant, bon, qui est pas humain pour le coup, mais en tout cas, d'avoir un endroit où je peux déposer les questions que j'ai, ou quand j'ai besoin d'un coup de main pour corriger un message, ou pour avoir des idées, voilà. Alors c'est sûr que ça remplacera jamais un humain, on est bien d'accord. Mais en tout cas, en étant indépendant, je trouve que aujourd'hui, l'usage en tout cas que j'en fais, moi, ça m'a amélioré mon quotidien d'indépendante. Ouais, j'ai fait une espèce de moule là, quand tu as dit ça Mm. remplacera jamais un humain. En fait, ça dépend sur quoi. Pour moi, je trouve que ça dépasse déjà un humain. Oui. Bah, tu vois, si on parle par exemple de assistant, tu vois, si tu avais un humain à côté, un stagiaire, bah, il aura jamais la puissance de calcul de l'IA, mais de toute façon, même la force brute, le plus grand matheux du monde calculera jamais aussi vite que l'IA, aucune calculatrice. Donc je pense que pour certaines choses, il n'y a pas photo. Mais effectivement, pour d'autres, oui, la capacité de raisonnement d'un humain et de divergence de la pensée, enfin voilà, c'est tout un sujet moi qui me passionne aussi. Ça, en revanche, il y a, en tout cas, on a encore notre mot à dire là-dessus, on va dire, en tant qu'humain. Mais ouais, c'est clair que l'IA, si on apprend à l'utiliser correctement, ouais, c'est ça. Même moi, là, je le vois ces dernières semaines, je commence vraiment à le bosser plus pour le transformer vraiment en assistant, et pas juste de temps en temps quand j'ai envie de voir, et en fait systématiser ça, et aussi bien lui attribuer les rôles qu'il a, et ça ne doit pas remplacer notre raisonnement, aussi notre capacité de penser. En fait, c'est vraiment un assistant, comme tu l'as dit, et pas voilà, une tête pensante à la place du dirigeant ou de l'indépendant. Ok, donc là tu parlais de cette question donc de flexibilité, structure, avoir du lien social. Comment ça marche pour toi aujourd'hui? Parce que du coup là tu as quand même le lien à travers forcément tes clients, peut-être tes personnes avec qui tu bosses, mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à quand même bien retrouver là maintenant? Alors oui, maintenant que je suis mieux installée dans mon activité, effectivement c'est plus facile, parce qu'effectivement il y a les moments où je suis en formation, et où du coup je suis avec des groupes, donc il y a du lien et c'est super chouette. Mais du coup faut jongler entre et après bon, ça regarde aussi mon mode de fonctionnement, mais entre des moments où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'émulation, beaucoup de liens entre les gens. Voilà, c'est les stages les formations, la manière dont je dispense mes formations, c'est des stages de 3 jours, en fait. Et donc, du coup, c'est 3 jours assez intenses avec un groupe où on accompagne les individus et le collectif. Et après, il y a le vide de quand on se retrouve le lundi matin chez soi tout seul devant son ordinateur avec juste son assistant artificiel. Et ça, c'est pas toujours facile à doser, en fait, hein, parce que, en tout cas, pour moi, c'est pas forcément facile d'être, même si je sais que j'en ai besoin, en fait, d'avoir à la fois des moments où je suis avec du monde et des moments où je suis seule. Voilà, c'est cette forme il y a pas de régularité, c'est un peu tout ou rien, quoi. Donc je suis encore en train de régler et de voir comment est-ce que ça peut être plus doux pour moi comme mode de fonctionnement, en mettant des sas un peu entre. Ce que j'ai intégré aussi dans ma vie, c'est plus de sport, justement. Je suis dans un club, le All In Country Club là, à Lyon, qui est super sympa. C'est quoi le sport, t'as dit? Moi, je fais du fitness, du yoga, mais oui, d'accord, c'est le nom du club, c'est un club où c'est un centre, en fait, où il y a du padel, et c'est aussi un lieu de vie, il y a un restaurant, il y a un petit salon, tout ça. Et en fait, j'adore aller dans ce lieu-là parce qu'il y a beaucoup de monde, et je peux faire mon sport et après bosser un peu, et voilà, et je suis pas chez moi toute seule. Donc voilà, je remets aussi un peu des rituels un peu bien-être pour voilà, essayer de recréer un espèce d'équilibre, mais c'est toujours en mouvement, en fait. Et puis après, je pense que c'est la vie aussi, d'être toujours en mouvement. C'est clair. Voilà. Comme on dit, le fameux équilibre sur la bicyclette ou le vélo. La meilleure manière de garder l'équilibre, c'est de continuer à pédaler, justement. Parce qu'il y a pas, c'est pas un truc figé, quoi, l'équilibre. C'est par définition, c'est des micro-ajustements à droite, à gauche pour rester debout. Ok, super, super intéressant d'avoir passé ces éléments en revue. Par rapport à ton activité, moi, il y a une question que j'adore poser aux gens parce que je vois leur visage, mais toi, t'es souriant depuis le début. Mais c'est quoi que tu kiffes le plus dans ton métier aujourd'hui, quoi? C'est vraiment l'accompagnement des individus. En fait, j'aime bien faire ce parallèle-là avec mon ancienne carrière, parce que des fois, au début, je me disais, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien. Mais au début de ma carrière, j'étudiais les comportements des consommateurs. Et en fait, aujourd'hui, j'accompagne les individus à
à aller chercher leur motivation et à mieux travailler ensemble. Et ouais, en fait, voir les personnes, c'est des formations où on accompagne chacun à aller se découvrir et on le prend là où il est et on l'emmène là où il peut aller avec qui il est à ce moment-là et ce qu'il a envie de livrer et ce qu'il a envie de travailler. Et en fait, de voir ce cheminement-là, de voir des prises de conscience qui émergent, de voir la montée en compétences en fait qu'il y a, les changements qui s'opèrent entre le premier et le dernier jour de la formation, les transformations qu'il peut y avoir, l'ouverture, etc. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, quoi. Enfin, que j'adore voir, en fait. Et puis de vraiment faire prendre conscience à chacun à quel point on est différent et à quel point c'est une bonne chose. On sait tous qu'on est différents, mais dans les formations qu'on anime là avec Regard Neuf, on permet à tout le monde de vraiment se saisir de cette différence parce qu'elle est illustrée par des interactions, par des exemples, etc. Et en fait, de voir les gens vraiment prendre conscience de ça, je trouve ça trop beau parce que derrière, ça permet vraiment de comprendre. Il y a une réconciliation avec soi, mais aussi une réconciliation avec les autres. Et voilà, ça c'est super chouette. Ok, trop bien. Mais moi, le mot que ça m'évoque, c'est vraiment fleurissement. Tu vois, des individus et des équipes fleurir, s'épanouir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Entre autres, grâce à ton action, quoi. Ouais. Ce que t'apportes. Ouais. Super cool. Franchement, je suis ravi de découvrir tout ça. On arrive bientôt sur la fin de cette entrevue, Élise. Maintenant, parlons un petit peu de ta façon de bosser un peu plus au quotidien. Alors, on y a un petit peu touché. Ouais. Donc là, on est dans les locaux de Balade Club. Ouais. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? Voilà, comment t'organises tes journées, justement, parce que t'as ces zones de crue, entre guillemets, avec une activité très intense pendant plusieurs jours, et Dieu sait que voilà, c'est dur d'être face à des personnes en présentiel pendant 2, 3 jours, 4 jours d'affilée, et puis ensuite ces moments plus calmes. Comment tu gères ça, toi, en termes d'espace de travail, justement, pour que ça fitte? D'espace de travail, effectivement, il y a les temps où je suis en formation, les temps où je suis au centre de formation à Nantes, où moi, je continue aussi à monter en compétences et où je me forme. Et puis après, quand je suis sur Lyon et que j'ai pas de formation, je fais quand même des journées chez moi. Donc, je m'installe où ça me semble le plus opportun dans la maison. J'ai pas forcément de bureau, je suis assez flexible. J'ai gardé le flex office à la maison. Okay. Et ça me va bien. Par contre, je sais qu'il faut pas que ce soit plus d'une journée d'affilée parce que voilà, 2 jours, c'est déjà trop pour moi. Et donc, vu que mon emploi du temps est fluctuant, effectivement, je suis plus inscrite à un coworking permanent comme Balade Club, comme je l'ai fait dans le passé. Mais du coup, j'ai une petite communauté d'indépendants autour de moi. Okay. Et on s'organise 1 ou 2 fois par semaine des sessions de coworking. On se retrouve dans des cafés. Principalement ça, des cafés, des hôtels. Et du coup, on travaille chacune sur nos activités, mais ensemble, on peut papoter. Et j'adore ces moments-là en plus parce que souvent, après des journées comme ça, je suis remotivée et je repars avec plein d'idées. Parce que quand on travaille à côté de quelqu'un et qu'on se connaît, on fait un mail, on parle à voix haute, et puis l'autre nous donne une idée, puis ça nous permet d'alimenter une réflexion, une idée de post sur LinkedIn, quelque chose à mettre en place. Donc voilà, je jongle avec ça. Et puis j'ai aussi le mercredi où mon conjoint s'occupe des enfants et moi j'essaye de rester à la maison, et c'est un peu les journées où j'ai encore des ajustements à faire parce que être à la maison, avoir les enfants, et c'est pas toujours très simple, mais en même temps c'est aussi des moments où on peut profiter d'avoir du temps aussi en famille, donc c'est chouette, quoi. Yes. Yes. Tu mentionnais les cafés pour coworker. Ça va, moi j'ai l'impression que ça, parce que je le faisais pas mal avant. Mais c'est par phase un peu. Parfois, on a des phases, on met plus chez soi. Après, on va prendre un vrai cowork, tu vois, un abonnement qu'on va payer. Puis parfois, on va avoir des phases plus à aller bosser dans des cafés, voire en terrasse quand il fait beau. Là, c'est les beaux jours qui reviennent aussi, c'est cool. J'ai l'impression que c'est plus une réflexion, je voudrais avoir ton avis là-dessus, que ça se fait de plus en plus, et c'est de plus en plus accepté aussi par les gérants de café d'avoir quelqu'un qui vient bosser avec son ordi. Toi, comment tu le vis? Est-ce que du coup, tu as les bons spots à Lyon?
Moi, Comment ça se passe j'ai repéré pas mal de spots. Effectivement, j'ai fait un peu un gros travail. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, donc j'ai trouvé des infos pas mal sur Internet. Surtout à Lyon, il y a quand même beaucoup de lieux, donc voilà. Donc j'ai repéré pas mal de lieux. J'ai une quinzaine de lieux que j'ai mis dans mes favoris là sur une carte. Après, il y en a surtout 2-3 où je vais souvent. Et effectivement, c'est très apprécié, mais il y a aussi des lieux en fait où il y a des règles qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'il y a des salles séparées pour les ordinateurs et il y a des salles où l'ordinateur n'est pas le bienvenu. Et voilà, et ça fonctionne comme ça. Et il y en a qui font payer d'ailleurs un peu plus pour accéder à la salle où on peut travailler. Donc oui, c'est quand même de plus en plus accepté, mais c'est pas. Mais il y a encore des lieux dans lesquels, je pense à un lieu en particulier où effectivement c'est très strict, c'est-à-dire que en fait ils font ce qu'il faut pour qu'il y ait un espace pour travailler, mais en fait ils aiment pas trop que l'ordinateur soit dans l'espace de vie parce qu'ils ont envie que leur café reste un café et ça reste tout à fait compréhensible parce que quand le café est envahi d'ordinateurs, c'est plus du tout la même ambiance, quoi. C'est un autre genre de café en tout cas, mais il y a un effet de rebond de c'est des mœurs qui se développent d'aller bosser aujourd'hui et prendre son laptop et aller bosser dans un café, mais effectivement forcément quand il y a cette recrudescence, il y a des gérants qui vont s'armer contre ça, ou j'ai déjà vu dans des cafés ils vont enlever tout, t'as pas de prise murale quasiment, donc déjà ça devient une contrainte en soi. Où je vois parfois la politique, je trouve ça intéressant de dire pas d'ordinateur entre midi et 14h par exemple, parce qu'on va pouvoir on veut privilégier la clientèle qui déjeune sur place, mais vous pouvez venir avec votre ordinateur, mais entre midi et 14h, en tout cas s'il y a beaucoup de monde, laissez plutôt votre place à quelqu'un qui est là pour déjeuner. Donc ça s'organise. Après il y a des lieux où c'est hyper accepté et ça fonctionne super bien et je trouve ça plutôt cool, quoi. Après voilà, les gérants de café, chacun sa politique, et il faut qu'il y en ait pour tous, quoi. Exactement. Écoute, Élise, je vais te poser la question signature de ce Balade Club podcast. Est-ce qu'avant ça, t'as quelque chose que tu voulais ajouter ou pour toi, on a bien fait le tour déjà? Non, je pense qu'on a fait le tour. De ta vision du travail. Ok, super, top. Maintenant, j'ai envie qu'on se projette sur le futur, justement. Ton future of work rêvé. C'est la question signature donc, de ce Balade Club podcast, j'ai déjà dit. C'est quoi demain, le monde du travail dans lequel tu rêverais d'évoluer ou dans lequel tu aimerais que tes enfants puissent prospérer? Moi, ce que je rêve, et c'est plus en lien avec l'IA qu'avec une organisation très pratico-pratique du travail, c'est que l'humain soit vraiment revalorisé, en fait. Voilà, aujourd'hui, l'IA, il va nous permettre de faire énormément de choses. Mais je trouve que c'est là où l'humain prend vraiment son sens, et ce que j'espère et ce que je rêve qui arrive, c'est que dans les entreprises on valorise beaucoup plus les relations et les qualités humaines, et que du coup on puisse se décharger des parties un peu plus techniques, reloues, d'assistanat, de choses qui peuvent être gérées effectivement par des machines, comme ça a été le cas pendant l'industrialisation, et que du coup ça permette de revaloriser l'humain et de remettre l'humain, les relations au centre du travail, et que ce soit pas l'inverse qui se passe. Voilà. Ça pourrait être une magnifique conclusion, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, de te pousser un peu là-dessus. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment des problématiques à ce niveau-là, au niveau de... Quand tu dis il n'y a pas assez d'humains, on valorise pas assez l'humain, quand tu vas chez tes clients, c'est quelque chose qui c'est criant, ou est-ce que c'est plus sur des détails que ça joue? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde parle... beaucoup de gens se plaignent, ou en tout cas disent qu'il y a des axes d'amélioration sur le rapport à l'humain, etc., être plus humain. Mais finalement, je me dis, si beaucoup de gens se posent la question, on est censé aussi l'incarner au quotidien. Donc normalement, ça devrait... un peu mieux se passer, tu vois. Peut-être, je peux comprendre par rapport à des périodes qui sont maintenant révolues, où c'était très hiérarchisé, je sais pas, tu vois. Moi, ce que j'observe, c'est que on n'a pas appris à être en relation vraiment bien ensemble. On est chacun avec nos problèmes, notre histoire, nos émotions qu'on n'a pas forcément appris à gérer. Et en fait, on emmène tout ça au travail. Enfin, on emmène tout ça dans nos relations, peu importe lesquelles d'ailleurs, mais on emmène tout ça au travail aussi. On a la pression de la hiérarchie et tout ça, et toutes les tensions qui peuvent exister, tout le stress, etc. Finalement, ça fait ressortir le pire de l'humain. Et du coup, quand je dis je rêverais qu'il y ait plus d'humanité, c'est ça, c'est de voir
voir les bons côtés de l'humain ressortir beaucoup plus au travail. D'accord. Donc, se dégager de la pression et puis apprendre, en fait. C'est des choses qu'on a tous à apprendre, en fait, d'avoir une meilleure relation avec soi, de se réconcilier déjà avec soi, avec son histoire, pour pouvoir ensuite être... on parle beaucoup de bienveillance en ce moment, mais c'est un terme qui est hyper galvaudé. Pour moi, c'est au-delà de la bienveillance, c'est de l'humilité face aux autres qui manque aujourd'hui beaucoup. C'est que chacun est dans sa vision de la réalité, et il veut calquer sa vision aux autres, mais en fait, c'est pas du tout possible puisqu'on est tous différents. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est que l'IA nous permette de nous décharger des choses techniques et qu'on puisse du coup tous aller travailler sur sa relation à soi, sa relation aux autres, pour être dans une forme de coopération qui soit plus bénéfique pour tout. Ouais, pour tous, beaucoup plus bénéfique. Et plus apaisé aussi. Ouais, peut-être. plus apaisé, plus sereine. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut mener à plein de bénéfices. Mais en tout cas, c'est ce côté-là de l'humanité que j'aimerais bien voir jaillir un peu plus dans les prochaines années. Ouais. Parfait. Ça sonne comme une conclusion qui résonne en tout cas en moi. Okay. Merci Élise, merci pour cet échange. Merci à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Merci Wesley. Ciao, ciao.